Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Deuxième partie politique avec Dr Folly Gada Ekwe qui nous fait l'honneur de revenir au plateau aujourd'hui. Dr Folly Ekwe, bonjour. Bonjour, cher ami Gilles. Bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un honneur de vous avoir sur ce plateau. On vous connaît comme historien, politologue, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé notamment. Mais vous êtes avec nous avec une casquette politique aujourd'hui en tant que conseiller du président de l'Union des forces de changement, UFC, parti d'opposition au Togo. Tout à fait. Nous avons, à l'instar de plusieurs citoyens, plusieurs casquettes. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, nous parlerons peut-être plus de politique et de la position de l'Union des forces de changement sur plein de sujets. Plein de sujets d'actualité, notamment les élections locales et la question du gouverneur du Grand Lomé qui agite la classe politique, la loi sur les manifestations, la candidature de l'opposition, ou les candidatures de l'opposition à la présidentielle du 2020, et la candidature probable de du président sortant, Fonia Singbe, et surtout l'UFC, si vous êtes candidat pour 2020 ou non. Mais d'abord, depuis un moment, on n'entend plus parler de l'UFC. Est-ce que votre stratégie de communication, désormais, c'est de ne plus communiquer, Dr Folly? Bon, je vois que vous me tendez la perche. C'est vrai que l'Union des forces de changement a opté pour une politique de responsabilité. Et vu l'expérience de ce parti dans l'histoire politique du Togo, on ne se prête plus au jeu de parler parce que tout le monde parle. Et le président national, M. Gilles Olympio, a été clair dans ses instructions que nous sortons pour parler que lorsque c'est absolument utile et lorsque le coup vaut la chandelle. L'année passée, effectivement, et nous avons été pris de court par un tourbillon politique qui avait exigé une communication politique beaucoup plus assidue et plus récurrente. Et nous l'avons assumé. Et nous sommes aujourd'hui à 4, quelques centimes de jour ou de mois des élections présidentielles. Il est important, vu la demande de l'opinion, que l'UFC de nouveau se prononce sur certains sujets. Mais est-ce que ce silence ne vous dessert pas en tant que principale force de l'opposition au Parlement? Gilkis Olympio est d'ailleurs même le chef de file de l'opposition, mais ne pas s'exprimer régulièrement sur les grands sujets politiques et même sociaux, est-ce que ça ne vous dessert pas? Vous savez, Yves, lorsque vous faites un tour dans la ville et vous restez attentif pendant 5 minutes, vous entendez tellement de klaxons, de motos, de voitures, qui, peut-être banalement, raffigurent la tendance ou la propension des gens ici à vouloir s'exprimer. Il y a trop de bourdonnement, quelquefois sur des sujets qui ne nécessitent pas qu'on parle. Et le gouvernement, par exemple, ne s'exprime pas tout le temps sur plein de choses. Pourtant, le gouvernement tient l'exécutif en main. Le gouvernement, il n'y a pas un seul jour que l'exécutif ne fait pas. Et pourtant, il vient s'exprimer de temps à autre quand c'est nécessaire. Ça ne nous dessert pas du tout. Vu que beaucoup de personnes parlent, lorsque nous ne parlons pas, des gens parlent à notre place. Vous savez très bien, vous comprenez bien ce que je veux dire. Il y a plein de communicateurs, communicants à la place de l'UFC qui font des spéculations. Et bon, nous les regardons. Lorsque les gens auront fini de parler, le tour nous reviendra de dire un peu ce que nous pensons de tout ça. Je crois que c'est vous qui laissez pousser la mauvaise herbe. Quand dans le pays, vous l'avez remarqué, le gouvernement ne parle pas et le chef de file de l'opposition ne parle pas, ça veut dire que vous laissez le terrain aux autres. Les anciens nous ont appris que le silence est autant parleur. Oui. Et pour des gens qui ne parlent pas beaucoup, peut-être que on fait plus attention les rares fois qu'ils parlent. Ça veut dire aussi que la stratégie de la parole n'a pas beaucoup payé dans les années antérieures. C'est vrai, parce que la parole a été très prolixe, très proliférative, si vous voulez bien. On a beaucoup parlé pendant plusieurs années et je ne sais pas, vous voyez très bien que
je me demande si ça paye de beaucoup parler tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la mise en place du nouveau Parlement, les élections locales et l'instant où nous sommes maintenant, nous parlons, où il y a un grand défi qui s'annonce. Et si l'UFC sort encore, c'est parce que, vu l'expérience des dernières années, les élections présidentielles constituent toujours un inconnu. Et la volonté et le désir du président national, c'est que cette année, nous arrivions à une élection à 0 mort. Une élection où il n'y a pas un seul Togolais qui meurt. Et notre message sera clair et limpide dans ce sens. Lorsque une nation se rassemble pour choisir son chef, ça ne doit pas être une occasion de décès ou d'être citoyen. Et il est important, en tant que chef de file de l'opposition, que l'UFC oriente les agissements, les comportements, les débats dans le sens d'une pacification des préparatifs ou de tout le processus électoral qui est presque maintenant lancé. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat, mais je voudrais, puisque je vous ai l'occasion de faire le larron, pour avoir votre point de vue sur certains grands sujets de l'actualité, je voudrais qu'on aborde les élections locales dont les résultats sont connus de tous. L'opposition a été laminée, et malgré cela, elle a réussi à se faire élire un maire dans certaines communes, notamment à Lomé. Mais voilà que surgit l'idée d'un gouverneur qui sera nommé pour chapeauter les différents maires de Lomé, pour caricaturer la chose ainsi. Mais d'abord sur les résultats de ces locales, puisqu'on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant les élections locales, notre état-major a fait plusieurs réunions pour évaluer nos chances. La participation était beaucoup plus large. Il y avait beaucoup plus d'acteurs que lors des élections législatives. Donc la compétition s'annonçait beaucoup plus serrée pour nous. Mais au-delà de ça, les locales sont une nouveauté au Togo. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler, tous ceux qui ont peut-être 18, 20, 25 ans, n'ont jamais vu de local au Togo. Et c'est une nouveauté qui interroge presque toutes les couches sociales. Nous pensons que l'expérience de la décentralisation qui s'ouvre maintenant, la première expérience, sera un peu compliquée, un peu difficile, un peu chaotique. Et alors l'UFC a fait le choix du qualitatif contre le quantitatif. Au lieu de mettre les moyens, beaucoup de moyens, se batailler pour avoir plein de communes à gérer, nous avons fait l'essentiel pour avoir le minimum possible. Et le lieu où nous avons la commune, c'est à Vaud. Tous les observateurs politiques le diront que l'UFC a réellement une assise à Vaud, dans le Vaud. Et la fédération de Vaud travaille excellemment tous les jours. Nous mettons toutes nos forces pour accompagner la gestion de cette commune. Et nous avons quelques conseillers municipaux, 44, un peu partout dans le pays, qui vont apprendre de l'expérience du parlementarisme local afin de capitaliser pour les prochaines élections locales où je suis certain que nous mettrons plus l'accent sur le quantitatif. Et l'absence de l'UFC dans la capitale, à Lomé, vous n'avez pas de maire, à ce que je sache. Est-ce que ce n'est pas simplement grave? Je ne peux pas nier la dimension un peu triste de ce constat parce que nous nous sommes battus à Lomé. Ce n'est pas une zone que nous avons incidemment laissée. Nous aurions voulu avoir un maire à Lomé. Cela n'a pas marché. Mais comme j'ai dit, les forces positives et favorables à l'UFC sont nombreuses à Lomé. Quand je prends la fédération d'Apla ou Gakli, il y a plein de fédérations de baies. Et bon, maintenant, il y a toute un amalgame autour des électeurs de l'UFC ou de l'ANC parce qu'il y a une transhumance incroyable entre l'ANC et l'UFC au niveau de la base, puisque c'est fondamentalement les mêmes familles, les mêmes citoyens, les mêmes électeurs pendant des décennies.
Et du coup, en fonction des dynamiques de l'élection, certains ont fait un choix qui nous a été défavorable. Mais nous ne perdons pas espoir. Le Grand Lomé, nous sommes toujours là. Vous savez, lorsque un parti comme l'UFC, qui a un accord de co-gouvernance, de co-gouvernement avec le parti au pouvoir, a subi des revers au plan législatif, c'est-à-dire de la compétition électoraliste, cela ne veut pas dire que il ou elle n'est pas ou ne sera pas influent ou influente dans les cercles qui sont plus proches de l'exécutif. Du coup, dans la gestion du Grand Lomé, l'UFC aura toujours son mot à dire. Mais est-ce que votre accord de gouvernement n'est pas caduc dans la mesure où, lors du dernier remaniement, tous vos ministres ont quitté la barque? Non. Alors, l'accord de gouvernement entre l'UFC et le RPT devenu UNIR n'est pas caduc. Pour une simple raison, qu'aucun des partenaires n'a dénoncé cet accord. Et nous travaillons toujours dans l'esprit de cet accord. Les passerelles entre l'UFC et le parti au pouvoir existent toujours, elles sont de plus en plus vives. Et au-delà de tout ce que les gens peuvent croire, les compétences de l'UFC sont mises au bénéfice de la gestion du pays à travers plusieurs offices, plusieurs échanges. Du coup, c'est un accord qui est toujours valide. Cet accord deviendra caduc lorsque réellement il sera dénoncé. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au Togo qui nous regardent, qui ont été au cœur de ce rapprochement depuis 2002. Parce que plusieurs Togolais pensent peut-être que c'est en 2010 qu'il y a eu l'accord. Mais qu'on me permette de dire que s'il y a eu signature d'accord en 2010, c'est que les offices de réconciliation, de rapprochement ont eu lieu avant 2010. Et ce qui s'est passé dans les bureaux de la petite ONU de Trastevere, c'est-à-dire le Centre Egidio, peut-être l'histoire racontera tout ce qui s'est passé au Togolais plus tard. Mais il est important de dire ici, encore une fois, que l'accord entre l'UFC et le RPT UNIR demeure toujours valide et valable. Il arrive des moments où on l'anime différemment. Nous sommes sortis du gouvernement après les législatives parce que nous avons été finalement la première force politique de l'opposition représentée au Parlement. Du coup, on a voulu faire une petite expérience de parlementarisme intégral, parfait, pour voir un peu ce que ça va donner. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la température, de la masse, parce que beaucoup dans l'opinion avaient exprimé le désir de voir quand même l'UFC se retirer un peu de l'exécutif. Et je crois que ça nous a grandi, parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une élection présidentielle qui arrive, où nous irons, ou nous n'irons pas. Nous donnerons peut-être des consignes de vote, mais le gouvernement sortant, c'est important que si nous devons aller aux élections, nous ne soyons pas comptables de son bilan, puisqu'on n'aura pas été dans ce gouvernement. Il y a plusieurs lectures de l'abstention de l'UFC au gouvernement. Ce qui est certain, le choix qui a été fait est un choix qui a été mûri, peut-être un peu fortuit, mais qui nous sert aujourd'hui. La vie continue. L'UFC, comme toutes les autres forces politiques du pays, peuvent toujours retourner au gouvernement, apporter leur expertise pour un Togo nouveau, meilleur, plus brillant à l'international. Mais est-ce que vous n'auriez pas gagné plus vous démarquant de l'action gouvernementale? Parce que voilà un pays où nous avons un chef de file de l'opposition qui a des accords politiques avec le régime en place. Est-ce que ce n'est pas confus dans la tête du citoyen lambda? Non, s'il y a des citoyens qui sont dans la confusion, c'est peut-être parce qu'ils sont nés un peu tard. Parce que lorsque vous plongez cet accord dans le contexte strictement particulier du Togo, notamment de la guerre qu'il y a eu pendant des décennies entre les deux grandes famille Olympio et tout ce qui tourne autour de la famille Nassingbe, on comprend très bien qu'une réconciliation ou un rapprochement entre ces familles, au-delà des questions de politique partisane, ne peut être que du bien pour le pays. Maintenant, si nous nous situons sur le plan moral, où
des gens qui se sont battus pendant des années, avec des conséquences catastrophiques, ont fini par se comprendre sur l'essentiel. Et de l'autre côté, ces gens qui sont des acteurs politiques se retrouvent le premier du pouvoir, du côté du pouvoir, le second du côté de l'opposition. Je crois que les gens ont le ferment pour comprendre que c'est une situation qui est explicable. Dans le cas togolais, c'est une situation qui est explicable. Du coup, on ne va pas appliquer au Togo les recettes normatives des autres pays. Il faut voir le cas togolais. Nous avons une opposition aujourd'hui constructive. L'UFC est une opposition constructive. Et récemment, lorsque nous discutions avec le président Gilles Olympio, pour comprendre encore mieux la philosophie, son message est toujours clair. C'est-à-dire que l'UFC est le grand frère de tous les partis politiques du Togo. Dans une situation de confusion politique. Parti d'opposition, on va dire peut-être. D'opposition, vous m'excusez le lapsus. Dans un contexte de conflit récurrent, l'UFC joue l'arbitre. L'UFC n'est pas un protagoniste n'est plus un protagoniste déstabilisateur de l'État, parce qu'il y a déjà trop de conflits. Il faut qu'il y ait un pacificateur. Donc, lorsque le parti au pouvoir unir gouverne et pose des actions qui sont positives et qui vont dans le sens du renforcement du pays, l'UFC soutient le parti au pouvoir. Il faut que l'opinion le comprenne. Il faut que nos militants de partout qui nous écoutent, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, comprennent que l'UFC soutient le parti au pouvoir dès lors que le parti au pouvoir pose des actes qui sont positifs et intéressants pour le pays. Le contraire serait étrange. Si le parti au pouvoir connaît des dérives dans certaines actions, parce que le pouvoir est ce qu'il est, il y a des pesanteurs. L'action politique publique advient sous l'effet des pesanteurs. Il peut arriver que le parti au pouvoir prenne des décisions qui ne soient pas vraiment bonnes. L'UFC le lui signifie, mais pas sur les médias, parce qu'il y a un accord entre nous. Les gens peuvent ne pas le savoir. Dieu sait, la nature sait. Les protagonistes qui gouvernent le pays, qui sont à unir, le savent. C'est ça l'essentiel. L'UFC fait savoir ça au parti au pouvoir. Et s'il y a entente, c'est bon. S'il n'y a pas entente, l'UFC observe. Mais l'UFC ne met plus de l'huile dans le feu togolais et demande aux autres partis politiques de l'opposition de savoir choisir entre le bien supérieur de la nation et le bien égoïstique, vous me permettez, de leur parti politique. Parce qu'au fond, tous les partis politiques, à part UNIR et l'UFC, n'ont un ancrage que régional, peut-être citadin et peut-être villageois pour certains. Du coup, nous sommes les ténors. Et nous demandons à la classe politique de l'opposition de jouer un jeu politique franc, sincère, calme et serein pour que le pays soit gouverné dans le bon sens. Alors, que pense l'UFC de la recette gouverneur du district autonome de Lomé qui sera nommé à la tête des différents maires qui ont été élus à l'issue des élections locales du 30 juin dernier? Est-ce que c'est dérive ou intérêt supérieur de la nation? Alors, il y a deux lectures. Ce problème pose problème. Mais il faut d'abord que nous comprenions qu'est-ce qui fait problème dans ce choix du gouvernement. Qu'est-ce qui fait problème? Et comment circonscrire ce problème? Il y a deux problèmes fondamentaux dans le choix que le gouvernement a fait. Il y a un problème d'ordre formel et d'ordre normatif. Le formel d'abord. L'article 141 de la Constitution du Togo cite les catégories des collectivités territoriales. Nous en avons 4. Nous avons les communes, les préfectures, les régions. Le quatrième type, c'est ce type-là qu'il peut arriver au gouvernement ou à l'autorité de créer par la loi. Ce n'est pas défini, c'est indéfini. La loi peut créer un autre type de collectivité territoriale. Dans la législation française, anglaise, italienne, espagnole, vous le trouvez. En France, par exemple, vous avez, à part les départements, les communes et les régions, vous avez les collectivités territoriales uniques. Ou sui generis, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a plein. Quand vous prenez des territoires comme Mayotte, Corse, Martinique, ce sont des collectivités territoriales uniques. Ça ne fait pas partie, ce n'est ni une région, ni un département, ni une commune. Ça existe. Mais l'article
323 ou 324 de la loi sur la décentralisation dit que le district est quoi? Autonome, est une entité territoriale, pas une collectivité territoriale, est une entité territoriale. Maintenant, le projet de loi qui vient de sortir et qui définit le statut de ce district parle de collectivité territoriale. C'est là le problème formel. Le problème se trouve dans le fait que quand vous prenez l'article, je crois, toujours 141 de la Constitution, où on dit que les collectivités territoriales sont dirigées forcément par des conseils des élus, par des élus. Donc il y a quoi? Il y a la représentativité dans le concept de collectivité territoriale. Il n'y a pas du déconcentré dedans. Il faut que une collectivité territoriale soit dirigée par des gens élus. Mais du moment où le gouvernement dit que le district autonome, n'est-ce pas, est géré par un gouverneur qui n'est pas élu, il fausse. Il y a une déviance qui va toucher la nature même de la collectivité. Il fallait juste simplement que dans le projet de loi, on ait écrit que le district autonome est une entité territoriale, comme cela a été dit dans la loi sur la décentralisation. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la loi sur la décentralisation, lorsqu'on parle de district autonome, la loi précise que le district est géré suivant les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Vous voyez, donc c'est de l'hybridisme. Quand vous avez la décentralisation et la déconcentration ensemble, ça veut dire que vous avez quoi? De la nomination et le représentatif. Du coup, ce truc n'est plus une collectivité territoriale. C'est une entité territoriale sui generis. Donc la loi pouvait être beaucoup plus explicite pour couper court au débat. Ça, c'est le problème formel. Le problème normatif, il est où? Il réside dans le fait que ceux qui sont nommés ne peuvent pas chapeauter ou... Qui sont élus. Voilà, ne peuvent pas diriger ceux qui sont élus dans le principe normatif. Du coup, si c'est une collectivité territoriale, il faut que l'Assemblée qui la dirige soit constituée de conseils des élus, de gens élus. Ça, c'est le problème qu'il y a autour, c'est le contentieux d'ordre formel. C'est une question de droit public, c'est technique. Mais je défends le gouvernement à partir d'un autre argument. Ceci, ce que je viens de dire, c'est contre le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aurait commis une erreur en ne reprenant pas le terme tout court d'entité territoriale, mais en faisant du district autonome une collectivité territoriale, alors que dans sa gestion, il y a des gens nommés. Ça pose problème. Mais quand vous voyez la constitution togolaise, c'est ici le point. Parce qu'il faut que les gens aussi comprennent pourquoi le gouvernement peut prendre certaines positions. C'est que dans les trois types de collectivités territoriales, il y a la préfecture. Or, la préfecture est gérée par un préfet qui est nommé. Donc, nous avons dans nos collectivités territoriales, qui devaient être gérées par le principe du représentatif, nous avons une collectivité territoriale appelée collectivité territoriale, mais qui est gérée par le principe du déconcentré. Mais du coup, nous n'avons pas les collectivités territoriales ordinaires. Nous avons un hybridisme où le déconcentré et le décentralisé sont ensemble. En France, l'étage intermédiaire entre la commune et les régions, c'est les départements. Et les chefs de département sont, tous ceux qui dirigent les départements sont élus. Et vous avez les élections communales, les élections départementales, les élections régionales. Au Bénin, ils ont repris le système français, ils ont des élections départementales. Au Togo, au lieu du département, on a les préfectures, où il n'y a pas d'élection, mais il y a des gens qui sont nommés, qui sont des préfets. Mais on appelle le territoire préfectoral une collectivité territoriale. Ce qui est donc cohérent avec le fait que le district autonome, qui est appelé collectivité territoriale, est en son sein ou dans son cercle de gouvernance est une personne nommée, un gouverneur. Donc ça, c'est du déconcentré qui s'associe avec du représentatif, du décentralisé. Justement, dans le bureau, vous avez 26 qui sont nommés, 26 qui sont représentés, qui sont des élus. Voilà, c'est le paradoxe du corpus juridique togolais. Mais c'est constitutionnel.
Parce que si ceux qui critiquent avaient critiqué la Constitution, mais pourquoi vous aviez mis la préfecture où vous nommez un préfet comme collectivité territoriale, alors que le préfet n'est pas élu? Tout part de là. Si nous acceptons ce principe, nous devons accepter par cohérence le principe que le gouvernement propose, que le grand district, le district du Grand Lomé, ait en son sein le déconcentré comme le représentatif. Mais docteur, est-ce que tout ça est articulable du point de vue administratif? Vous avez le gouverneur, vous avez les préfets, vous avez les maires, tout ce monde-là, Crapaud, Lézard, Capa, tout le monde ensemble. Est-ce que sur le plan administratif, ça ne va pas poser problème? Oui, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes sortis pour dire un peu à l'opinion politique que c'est une expérience qui n'est contrôlée par personne réellement. Et son succès va dépendre de l'équilibre que chacun va rechercher. Quand vous faites une analyse circonstanciée et, je vais dire, juridique de la loi sur la décentralisation, vous faites ce qu'on appelle le comparé des compétences entre le préfet et les maires, vous voyez beaucoup d'incompatibilités et beaucoup de conflits en perspective. Il y aura des conflits de compétences, forcément. Parce que c'est comme si les maires, même sur les compétences qui leur ont été transférées, ils auront toujours affaire au préfet, et à voir le gouverneur. Eh bien, aujourd'hui, dans le Grand Lomé, ce sera un gouverneur. Alors, quel sera le rapport entre le gouverneur et les préfets? Alors, le gouverneur, il gère son assemblée. Les compétences du gouverneur sont bien précises. Sauf que le gouverneur, agissant sur le même territoire que le territoire des maires, il y aura forcément, s'il n'y a pas une prédisposition à se comprendre et à collaborer, il y aura des conflits. Et je dis ici que c'est un problème du choix constitutionnel que nous avons fait. On aurait tout simplement changé les préfectures en départements, on aurait élu les départements, les dirigeants des départements, et le grand district, le district du Grand Lomé, aurait une autre conformation, une autre configuration. Mais est-ce que l'affaire du gouverneur est une parade du gouvernement, une parade pour contenir les maires issus de l'opposition dans la capitale Lomé, parce qu'on connaît puis la texture sociopolitique de Lomé aussi. Bon, c'est une lecture que nous avons entendue un peu partout, mais il revient au gouvernement de s'exprimer sur les motifs de ce choix. Et moi, je pense, à titre personnel, que vu la complexité de Lomé, c'est quand même 3 millions poussières. Les institutions ne sont pas de trop. C'est les hommes qui les animent. Et c'est important qu'il y ait de la collaboration entre les maires et les superstructures. Si il y a l'esprit de collaboration, ça sera géré. Si le gouvernement a choisi de mettre un gouverneur pour commander entre griffes les maires forcément ne seront pas d'accord. Et il faudrait qu'il y ait des passerelles qui se créent en même temps. Et le gouvernement sait comment gérer ce genre de conflit. Moi, je pense que l'essentiel pour nous tous, c'est que nous travaillons pour le bien de la même ville, du même pays. Et donc, que ça se comprenne entre les acteurs. Oui, mais cette compréhension, elle est mal partie d'ailleurs. Que ça se comprenne entre les acteurs. Quand on voit le conflit qui est né, sans prise de fonction d'ailleurs entre le maire de Golf 4, je pense, et le Premier ministre sur la fête de constitution de marché, c'est vrai. On peut dire que c'est foutu d'avance. Bon, c'est pas foutu d'avance. Nous sommes toujours des hommes. Le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, qui est maire aujourd'hui, je crois qu'il a compris. J'espère qu'il a compris qu'il est peut-être allé trop vite en besogne. Vous travaillez sur les éléments qu'on vous transmet, les compétences qu'on vous transfère effectivement. Vous attendez, vous travaillez. Aujourd'hui, nous l'avons dit, moi je l'ai dit l'autre fois, que les communes, avec le principe de la coopération décentralisée, qui se pratique depuis plusieurs années, les maires ont la possibilité d'aller chercher des fonds
de faire des partenariats avec des communes, des financiers extérieurs. Du coup, si c'est une question d'argent, l'argent se trouvera. Si c'est une question de pouvoir, et il faut qu'on aille doucement. Il faut qu'on fasse attention. Parce que quand les hommes de pouvoir se fâchent, les choses ne vont pas bien. Il faut que tout se soit modéré. Nous, c'est notre posture. Et quand on se rend compte qu'il y a risque de conflit sérieux, on ne travaille pas prétérition, on observe. Le temps aussi aide à gérer des problèmes. Donc, que les maires soient tranquilles, le gouvernement est là, ils peuvent faire, les partis politiques qui ne comprennent pas trop bien peuvent faire une démarche vers le ministère de la décentralisation pour échanger. Ouais. Que pense l'UFC de la nouvelle loi sur les manifestations publiques, loi corsée selon plusieurs observateurs, dénoncée d'ailleurs par les Nations Unies, qui appellent à une relecture de cette loi, ce qui n'est pas du tout du goût du gouvernement togolais. Alors, que pense l'UFC? Il n'y a pas plus de pensée que d'actes. L'UFC a validé la loi au Parlement. Ah bon? Oui, les députés de l'UFC ont voté favorablement cette loi. Du coup, que pense l'UFC? Il y a l'acte qui dépasse la pensée, ou l'acte qui traduit la pensée. Donc vous avez voté pour une loi liberticide? Alors, la loi, objectivement, peut être considérée, il faut que nous soyons aussi sérieux et objectifs. La loi peut être considérée liberticide, ça s'assume. Oui, nous n'allons pas dire le contraire. Mais cela s'inscrit dans un contexte. Puisque lorsque vous détachez les événements de leur contexte, vous ne les comprenez plus bien. Chaque test s'inscrit dans un contexte. Nous avions une loi, la loi Bojona. Je vais aller rapidement. Je crois que vous avez plusieurs autres questions. La loi Bojona qui a été exploitée depuis depuis des années, au moins une décennie, par les forces politiques ou les forces sociales pour manifester dans le pays. Jusque-là, jusqu'au 3 août, où l'ANC, 3 août 2017, où l'ANC a organisé sa marche, cette loi a toujours été exploitée, bien gérée par les forces de l'ordre, et il n'y a pas eu de problème majeur. C'était une loi qui fonctionnait. Est-ce que quelqu'un l'a changé? Personne ne l'a changé. À partir du 19 août, 2 semaines environ après la marche de l'ANC, bon, ce n'est pas vraiment une marche de l'ANC, je vais faire une restitution pour ne pas frustrer le groupe des 6, parce qu'il s'agissait du groupe des 6, en réalité. Le 19 août, il se passe un événement incroyable, où toutes les soupapes, toutes les mesures prises par les autorités à travers cette loi pour gérer les manifestations ont semblé ne pas suffire. Où le pays est passé d'un calme à presque une hécatombe, à presque une catastrophe. Mais c'est les éléments de cette loi que les manifestations ont exploités. Alors, quand vous rentrez dans un nouveau cycle, avec le même corpus législatif, qui a été exploité et qui a porté le pays vers une dérive, alors il faut revoir cette loi. C'est comme ça aussi, la vie des lois. Les lois s'appliquent dans un contexte. Lorsque le contexte fait venir émerger des éléments qui défient la loi et qui défient l'autorité, qui risquent de plonger le pays dans des situations incontrôlées, il faut revoir le corpus législatif. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre. Le contexte de départ qu'il faut comprendre, cette restriction de la liberté de manifestation. Je ne pose pas de jugement de valeur. Mais il y a un contexte d'arrivée. Parce qu'entre 2019 et 2017-2019, il y a la recrudescence et la vulgarisation du phénomène de l'extrémisme violent dans le Sahel. Aujourd'hui, le Burkina est presque pris et le nord du Togo est considéré une zone à contrôler. Et dans un contexte comme ça, avec récemment les manifestations dans la zone du Togo britannique, pour ceux qui voulaient, les indépendantistes, et le coup d'État que le gouvernement du chef d'État du Ghana auquel il vient d'échapper, les mesures qui sont prises dans le Bénin voisin, avec notamment l'agence de surveillance intégrée des frontières, et tous les risques de sécurité, je crois qu'il est mieux que quand il y a des manifestations, ces manifestations soient mieux contrôlées. Entre 11h et 18h, c'est une façon de gérer.
Je dis que cette loi on peut l'améliorer. C'est une œuvre humaine qui peut s'améliorer. Je crois que si le contexte politique continue d'être ce qu'il est, si nous demeurons dans la détente et il n'y a pas de crise, potentielle qui s'annonce, il n'y a pas de crise majeure, après un certain moment donné, le même législatif reviendra pour redonner plus de liberté. Et je finis en disant que la loi sur les restrictions sur les manifestations publiques ne sont pas isolées. Quand vous considérez certains articles de la Constitution de mai 2019, où on parle explicitement d'état de siège, n'est-ce pas? Et on donne beaucoup de pouvoir au chef suprême des armées. Peut-être beaucoup de journalistes n'ont pas fait attention, mais on a donné beaucoup de pouvoir pour gérer n'importe quelle situation d'attaque. Alors, il faut que nous voyions aussi cet aspect. Mais je dis toujours, nous le dirons toujours à l'UFC, un équilibre est toujours trouvable. Une façon de gérer les manifestations qui va permettre à ceux qui veulent manifester de manifester sans déranger ceux qui ne veulent pas est possible. L'anecdote là, je crois que je l'avais donnée une fois ici. Durant les marches de 2018-2017, il y avait des jeunes qui, moi, personnellement, m'avaient agressé. Ils avaient des pierres, ils voulaient casser par brise de mon véhicule. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas dans les marches, j'allais en pharmacie. Donc, s'ils avaient tabassé mon véhicule, est-ce que les organisateurs de la marche auraient été responsables de cet acte? Non, donc c'est tout un fourre-tout d'irresponsabilité. Et il faut à un moment donné que l'autorité se saisisse du problème pour voir comment le gérer. On n'a pas le temps, hein, sinon j'avais beaucoup de questions sur ce sujet-là. On va finir avec 2020. 2020, une élection présidentielle cruciale attend le Togo. Plusieurs candidatures se sont fait connaître déjà. Des candidatures de l'opposition. L'actuel président, vraisemblablement, sera candidat. Messi ne pouvant pas être mis à la touche, alors qu'il y a un grand match de Champions League, nous disait Gilbert Bahara sur ce plateau la semaine dernière. Alors, que dit l'UFC? Est-ce que l'UFC a un candidat pour ces élections de 2020? L'Union des forces de changement, en tant que chef de file de l'opposition, acteur de la vie politique, votera, bien entendu. Et au moment venu, avisera. Ce qui est certain, au niveau du principe, parce qu'on a vu beaucoup de spéculations dans la presse, il y a des gens qui ont même désigné des candidats de l'UFC, notamment l'ancien ministre André Johnson. Et je peux vous assurer que c'est de la spéculation. De la spéculation. Et aucun organe de l'UFC, aucune réunion officielle de l'UFC n'a investi un candidat à l'heure où je vous parle. Du coup, que la presse cesse de spéculer. Lorsque la chèvre est là, il est indécent de bêler à sa place. Au moment venu, l'UFC va aviser. Le président national est clair sur ce point. Que l'UFC ne sera pas muette. L'UFC votera. Mais l'UFC votera pour ce qui représentera la meilleure solution pour le puzzle togolais. Il faut que l'opinion le comprenne en même temps. L'UFC votera et choisira, soutiendra. Nous ne sommes pas dans les questions de personnes. Le président était clair. On ne parle pas de personnes. Vous avez peut-être voulu poser une question concernant le président Faure Gnassingbé. Nous ne sommes pas dans les questions de personnes. Nous sommes plutôt, en tant qu'arbitre, observateur de la vie politique, intervenant quand c'est nécessaire, nous sommes plutôt dans une perspective où nous apporterons notre soutien à toutes les options politiques ou managériales qui conduiront le Togo dans un meilleur avenir. Que ce soit un candidat de l'UFC lui-même ou elle-même, ou un candidat d'un autre parti politique, nous aurons sur notre table tous les programmes des candidats au présidentiel. Nous écouterons tout le monde et au moment venu, nous aviserons de la démarche à suivre.
Si je lis bien entre les lignes, surtout que nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle, ça veut dire que probablement l'UFC n'aura pas elle-même son candidat. Au moment venu, l'UFC avisera. Le moment est déjà venu. Le moment n'est pas venu. Roga Roga, le grand guitariste congolais, dit dans une de ses chansons, une seconde avant la mort, l'homme vit encore. Donc, la Cour constitutionnelle, il y a une date pour déposer les candidatures. Une seconde avant l'expiration, l'UFC pourra toujours se prononcer. Donc, il est possible que l'UFC ait son candidat. Il est possible que l'UFC soutienne un autre candidat. Il est possible que l'UFC ait un candidat. Ce n'est pas exclu. Il est possible que l'UFC soutienne une candidature, un programme, un projet de société. Et dans l'un ou dans l'autre cas, au moment venu, nous avirons. Ce qui est sûr, l'UFC votera. Je répète les paroles du président national, l'UFC votera. Est-ce que l'UFC peut choisir l'actuel président sortant? Est-ce que vous pouvez lui accorder votre confiance? Et comme ça a été le cas, je pense, déjà en 2010. Nous avons un accord de collaboration et de coopération, de co-gouvernance, co-gouvernement avec l'actuel parti au pouvoir, dont le chef est le président Faure Essozimna Gnassingbé. Nous évaluerons son bilan. Et comme nous l'avons dit, au moment venu, nous aviserons. Son bilan, vous avez eu le temps de le côtoyer. Plusieurs de vos membres ont été ministres pendant plusieurs années. Vous avez eu le temps de le connaître, de le voir à l'œuvre. Est-ce qu'il ferait un bon président après 2020? Le président Faure Gnassingbé fait partie des meilleurs présidents de l'Afrique subsaharienne de l'époque. Ah bon? C'est un avis personnel. Je le dis de façon objective. Qu'est-ce qui vous le fait dire alors? Il y a un critère important de jugement des gouvernances. La tranquillité et la paix. Parce que c'est la première matière avec laquelle on peut développer, on peut faire du progrès. Et je vous assure qu'un pays, c'est des forces convergentes, divergentes, terribles. Si vous ne savez pas guider, ça vous échappe tout de suite. Et l'expérience de 2017 nous a permis de comprendre que le bateau est... on peut conduire ce bateau. Ce bateau peut être conduit. Si les bonnes volontés soutiennent une certaine idée de la gouvernance, à un moment donné, ce bateau peut être conduit. Et vous prenez des présidents dans plusieurs pays, en Afrique centrale, en Afrique occidentale, vous pouvez faire des comparaisons vous-même. Nous n'avons pas un président exécrable, nous n'avons pas un président mauvais, fondamentalement. Le président est différent de la gouvernance. Pour la gouvernance, on peut faire un bilan très mitigé, notamment dans le domaine de la santé. Les gens nous ont dit que nous disons des choses. Dans le domaine de la santé, il y a un travail qui doit être fait. Dans le domaine de l'éducation, le travail doit être fait. La sécurité, Dieu merci, pour l'instant, les forces de sécurité du Togo sont assistées et font un bon travail. Mais ce sont des choses qu'on peut améliorer. Nous ne sommes pas... C'est-à-dire, nous sommes arrivés à une situation où nous devons chercher à améliorer les acquis, conserver les acquis, les améliorer. Et moi, c'est un avis personnel que j'ai. Maintenant, chacun a son avis. L'important, c'est qu'on ait une gouvernance qui écoute. On ait un chef d'État qui écoute. Quand il y a des zones potentielles de conflit, de problèmes, lorsqu'on lui apporte les rapports, qu'il tienne cela en considération et qu'il intervienne. Et au moment voulu, par Dieu, je dis toujours les entités, le peuple et tout ce qui écrit notre histoire, au moment venu, un autre chef d'État le remplacera. C'est peut-être en 2020, nous le savons. C'est peut-être en 2025, nous le savons. En 2030, 2035, je ne sais. Ce que je sais, c'est que l'UFC a le temps de se prononcer sur sa candidature ou non, éventuellement sur le programme de gouvernance qu'elle aura à soutenir éventuellement. Donc toutes les options sont possibles, hein, comme toutes les options, celle de Faure Gnassingbé aussi. Toutes les options sont possibles. Il est soutenable. Il est soutenable par l'UFC. Nous n'excluons aucune option. Je vous rappelle que, je le dis, vous me posez la même question. Je vous rappelle que nous sommes dans un accord où, vous savez, je vous raconte une petite
une petite histoire, petite de quelques secondes. Oui. Le président a été une fois en mission dans un voyage officiel au Japon, où devant la presse internationale, il disait que c'est grâce au président Gilles-Christ Olympio et à l'UFC que il et toute la partie, tout le parti au pouvoir arrive à gouverner en paix au Togo. Peut-être ça n'a jamais été dit ici au Togo devant la presse, mais c'est une vérité incontestable que c'est grâce au sacrifice fait par l'UFC, notamment par le président Gilles-Christ Olympio, qu'on a une gouvernance paisible au Togo. Beaucoup vont peut-être dire, mais il parle de quoi? Mais nous disons, les gens parlent de quoi? Il faut reprendre peut-être un article de Republic of Togo, ce qui se trouve sur la toile, où le président Faure Gnassingbé lui-même disait que beaucoup de choses se sont passées à Rome, dans le cadre des négociations, que les Togolais ignorent. Et moi, je plaide encore ici, si c'est encore possible, que le Togo, possiblement, soutienne une candidature du président Gilles-Christ Olympio à la chaire de la paix, c'est-à-dire un prix Nobel de la paix, parce que il a vraiment agi pour la paix. Maintenant, en 2 secondes, parce que nous sommes à la fin de l'émission, et cette affaire de candidature unique de l'opposition, vous n'êtes pas preneur. Nous ne sommes pas preneurs, nous sommes preneurs. Nous pensons que c'est irréaliste. Du moment où, en ce moment où nous parlons, vous et moi, il y a déjà des candidats, des candidatures de l'opposition qui sont séparées. Du coup, cette question même rentrerait dans de l'anachronisme. Elle est déjà désuète. Merci, docteur Kouefoli, d'être passé. Le temps est allé très vite. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Je vous en prie.